Madame, Monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver. Merci d'avoir choisi Canal Algérie. Toute l'équipe de Ciné Thématique est heureuse de vous accueillir. J'espère que vous passez d'agréables moments en notre compagnie sur votre chaîne Canal Algérie. Ce jeudi, on aborde l'histoire et on ouvre une page méconnue de la guerre de libération nationale, celle des camps de l'horreur, celle des centres de regroupement, des centres de rééducation ou d'internement, des noms choisis par la France coloniale pour éviter l'appellation de centres de concentration qui renvoie au centre macabre nazi. Des lieux de torture et d'humiliation et d'exécution sommaire où des dizaines de milliers d'Algériens ont connu le pire. Cette soirée est dédiée au sacrifice du peuple algérien pour sa liberté. Notre ami Nabil Tribesh réalise cette émission avec l'ensemble du staff du Studio 7. Marhaba bikoum. Et oui, ce soir, grâce au soutien du ministère de la Culture, à travers le Centre algérien du développement du cinéma, le CADC, nous vous proposons, et pour la première fois en exclusivité sur Canal Algérie, de découvrir le film de Nasreddin Ghennifi, Nous n'étions pas des héros, une adaptation de l'œuvre du Moudjahid Feu Abdelhamid Benzine intitulée Le Camp, qui raconte le vécu de militants de la LN dans le sinistre centre de Bourari, appelé à l'époque le camp Moran. Un film important pour la compréhension de l'histoire. Je rappelle que la semaine prochaine, nous continuons cette thématique avec la diffusion en exclusivité du documentaire de Saïd Olmi sur les camps de regroupement. Je vous propose pour tout de suite justement de découvrir un extrait de votre film en exclusivité sur Canal Algérie. Donc Nous n'étions pas des héros. Un film assez bien maîtrisé sur le plan des mises en scène. Mais il y a beaucoup d'émotions dans ce film. Je vous invite à découvrir votre film de ce jeudi soir. Oh chiotte, j'ai dit. Allez, Lodo. Allez, Lodo. Nein, kriechen. Sur le dos. Sur le dos, j'ai dit. Allez. Allez, traduis. Allez, à la Darko, Doro. Ah, toi, t'es un génie, Chris. Vas-y. Allez. Vas-y. Plus vite. Rampez. Halt. Tout le monde, tous les guitounes, maintenant. حتى الوقتاش نبقاو نحملوا الذل والرخص لازم لنا حل. لازم عليهم يحترموا اتفاقية جنيف. وش هي لا كونفونسيون دو جنيف؟ هي قانون دولي ما يخليهمش يعملوا في المحابيس نتاع الحرب الشيء اللي يحبوه هما. واحد ما على بالو بهاد لا كونفونسيون جنيف. انا تاخذوا راي نديروا واش راهم حابين وخلاص. وكرامتنا وشرفنا نرموه في الزبالة. عمر عنده الحق لازمنا نهضروا. Silence. Qui veut parler au sergent-chef d'Irguer? ما عندنا ما نقولوا له. Toi, debout. Vous vous l'emmenez. Ta gueule. Alors, ton nom c'est Ousmek Omar. a rejoint le FLN en 54, confection d'explosifs, attaque d'une usine de papier. Ah, et il a préparé l'attaque de la caserne de Boufarik. Pris les armes à la main, condamné à 20 ans. Moi pas comprends français. C'est vieux les enfants, hein? Qu'est-ce qu'on fait? On lui pardonne. Pas question, chef. Nein. C'est lui qui demande pardon. Je fais lui les fesses. كيف؟ شميت. Vous avez compris que ça va être très très émouvant. En 1h55, c'est le récit bien sûr du Moudjahid Feu Abdelhamid Benzine, le camp. Nous allons retrouver dans Nous n'étions pas des héros, des comédiens talentueux algériens, à l'instar de Hamid Amirouche, bien sûr Ahmed Rezzaq qui compte le rôle de Abdelhamid Benzine. On retrouve Jacques Serre, Idriss Benchernin, Azdine Bouchemal et une pléiade de comédiens et de comédiennes algériennes. Voilà. La soirée est annoncée sur Canal Algérie, donc on va s'articuler sur deux axes importants. Hein. Donc, le premier est celui d'un témoignage vivant du militant Mohamed Rebbah qui nous a honoré de sa présence ici dans le plateau, ou sur le plateau de
ciné-thématique. Mohamed Rebah est l'ami de Maurice Audin, est l'ami de Fernand Yveton et de Talba Abdelrahman, et qui a accepté notre invitation et qui a été, j'allais dire malheureusement, interné dans le camp de Paul Cazel, hein, donc actuellement à Ain Oussara. Il va nous parler des conditions de détention dans ces camps sinistres avec ses compagnons, bien évidemment. La deuxième partie, parce qu'elle va être très longue, notre soirée dédiée à cette partie méconnue de notre histoire, parce qu'on va bien sûr parler de la compréhension de l'histoire, du contexte de l'époque, à travers bien sûr un travail élaboré et de recherche et de documentation du médecin et professeur et chercheur Moustapha Khiati, qui sera avec nous dans quelques minutes, bien sûr, et qui s'est basé sur les correspondances, sur les échanges des délégués du CICR, c'est-à-dire le Comité international de la Croix-Rouge internationale. Voilà, le programme est donné. Ne zappez pas, restez avec nous sur Canal Algérie, car on va recevoir juste après l'habituel et le traditionnel jingle de l'émission, notre ami Mohamed Rebah, l'historien. C'est un plaisir de vous recevoir. Bonsoir, monsieur Mohamed Rebah. Bonsoir. Ça va? Je suis content de venir témoigner sur le camp de Paul Cazel. Voilà. C'est un honneur toujours de vous recevoir sur le plateau de Ciné Thématique, et j'allais dire que vous êtes une personne prolifique, parce que malgré parfois la fatigue du parcours, parce que vous aviez eu un parcours voilà, très très long. Hein. Merci. Oui, mais vous écrivez, vous continuez toujours à témoigner et à écrire pour transmettre cette belle histoire. Je sais que quand on vous a appelé, et vous avez un petit peu hésité à accepter l'invitation, parce que, je sais pas, depuis des années, par humilité, par pudeur aussi, vous n'avez pas pu raconter ce qui se passait dans ces contes de la honte. Oui. De la honte, parce qu'on voyait des scènes, et ces scènes qu'on vient de découvrir, ces scènes de viol, de torture, d'humiliation, des scènes inhumaines. Vous les avez vécues dans un sinistre camp qui s'appelait Paul Cazel. Paul Cazel, je viens d'entendre Nein, la voix gutturale de l'allemand. Eh bien, ce sont des Allemands qui nous ont reçus à Paul Cazel. Lorsque ils nous ont fait descendre du camion, mis à genoux, et c'est vraiment une entrée pour nous humilier, pour nous briser. Et nous avons rejoint la Guitoune, puisque c'était un camp de toile, à genoux. Je voudrais rapidement rappeler le contexte de la création du camp de Paul Cazel. Il a été créé dans la précipitation par Massu, qui venait de recevoir le 7 janvier les pouvoirs de police. Il était le chef de la 10e division militaire, le chef des parachutistes. Il était le maître d'Alger. Il avait le droit de vie et de mort. Et je dédie ce témoignage, cette émission, si vous me le permettez, à 3 de mes amis qui étaient pris avec moi de Saint-Eugène et qui ont disparu. Ils sont venus les reprendre au camp et on n'a plus entendu parler d'eux. C'était Abdelrahman, Madawi, Sifi Mustafa, chef scout, notre chef scout, et mon camarade de classe, Abdelkarim Baba Abdi. Ils étaient parmi les milliers, les 3000 disparus d'Alger, lors de la bataille d'Alger. Alors c'est le 27 janvier. Une vaste rafle, comme on dit en termes militaires chez leur façon de parler, un ratissage dans Alger. Et j'étais dans cette rafle-là. J'habitais Saint-Eugène et on nous a conduits au commissariat de police. Et c'est le commissariat de police qui avait établi une liste, la liste
Nous étions de diverses catégories, des intellectuels, des employés, des ouvriers, des chômeurs. Et ils nous ont emmenés rapidement, avant de passer au camp de Paul Cazel, ils nous ont amenés au camp de Tri, qui est à la Redoute, des transmissions. Ce sont les fameux camps CTT, appelés comme ça, les centres de tri et de transit. De transit. Oui. Ensuite, ils nous ont emmenés au camp rapidement établi, à l'école, au lycée de Benaknoun, là où se trouvent les annexes, là où se trouve actuellement l'OPU. Oui. Là, nous sommes restés durant toute la période de la grève des 8 jours. Oui. Et parce qu'ils nous ont utilisés pour, entre guillemets, comme bouclier. Oui. Nous étions des otages. Oui. Nous étions des otages. Ensuite, et une image, c'est qu'ils prenaient des gars qu'ils avaient pris bien habillés et ils leur demandaient de nettoyer la rue Michelet. Alors, et ils riaient parce qu'ils s'étaient devenus des éboueurs. Oui. Donc l'humiliation a commencé. C'est un système. Par la suite, bon, on comprend que c'est un système. J'ai pris des notes, dans cet ouvrage qui s'intitule Les contes de l'horreur durant la guerre d'Algérie à partir des archives du CICR, qui est signé bien sûr par notre invité Moustapha Khiaté, qui nous rejoindra après. Et il parle justement de ce centre CMTT de Paul Cazel, c'est-à-dire à Ain Oussara. Alors la première visite des délégués de la Croix-Rouge, donc elle a été faite le 22 octobre 1959. Et comment on décrit ce camp? Alors on dit les détenus sont logés dans 3 tentes et dans une vingtaine de cellules par 2 ou 3. D'accord? Il n'y a pas de matériel de couchage. Les prisonniers dorment à même le sol. Et puis, bien évidemment, il y a aucune hygiène, il n'y a pas d'eau courante. Est-ce que vous avez ces images-là? Est-ce que vous pouvez témoigner de l'horreur de ces centres? Parce qu'aujourd'hui, on sait que cette partie-là n'est pas très connue, on n'en parle pas beaucoup. Par rapport à la partie, bien sûr, française, on essaye toujours d'oublier rapidement ces épisodes tragiques. Alors qu'aujourd'hui, on a besoin pour l'histoire, on a besoin de comprendre ces aspects-là. Alors l'image donc les Allemands nous ont reçus, c'est des légionnaires allemands, et à l'entrée, à genoux, ils nous envoyaient, ils nous jetaient une natte et une couverture grise. Oui. Et un quart, le fameux quart des militaires là, pour l'eau et le café, et une assiette en aluminium. Et il fallait l'attraper tout en nous frappant. Sinon, si on perdait ça, ils ne nous redonnaient plus le... Donc une mise en scène. Eux, ils riaient. Ils ont atteint un degré de bassesse incroyable. Alors, de nous réduire comme des animaux. C'était l'entrée. Frapper, l'horreur. Je me souviens très bien, et c'est au port du désert, Paul Cazel, c'est le sable. Oui. Ensuite, donc, nous sommes entrés dans les guides. Il y avait quelques guitounes, je dirais par la suite l'extension. Oui. Il y avait quelques guitounes. Donc, bon, le couvre-feu, il fallait, comme on dit, ras, la tête sous la couverture, sans manger, sans absolument rien. Et donc, c'est pour nous humilier, pour nous casser, nous briser. C'est l'ignominie. On peut le dire aujourd'hui. Et alors ça, c'est l'image du camp de concentration. Quand je vois des films, les Français ne veulent pas dire camp de concentration pour ne pas se souvenir des camps de concentration allemands. Mais Paul Cazel, les premiers jours, premières semaines, c'était le camp de concentration exactement comme... Il manquait que les chambres à gaz. Il manquait que les chambres à gaz. Alors, donc évidemment, les premiers jours, donc... Et ils nous ont donné des numéros. On nous appelait par numéro. Moi, j'avais le numéro 40. Oui. Et un gars qui était
qui ne parlait pas le français, à chaque fois, il prononçait Settin. On l'a appelé Settin 60. Ça nous faisait un petit peu, bon, Oui. un petit détente. Donc, pas de... quelques jours après, parce que nous n'étions pas lavés depuis plusieurs jours, commençaient les poux. Et alors là, vraiment, le sentir qu'on a des poux, je ne peux pas décrire. Donc pas de toilette, pas de latrine. Oui. Et avec le couvre-feu, ceux qui étaient diabétiques ne pouvaient pas sortir. D'ailleurs, un jour, le docteur Matiben est sorti. Et ils l'ont tiré dessus, ils l'ont blessé grièvement, il en est mort. Ils l'ont laissé comme ça, souffrant, blessé, oui, ils l'ont laissé, en train de perdre son sang. Ils l'ont après pris. Bon, on a entendu parler, parce que c'était le couvre-feu, on n'est pas sorti. Par la suite, on a entendu la rafale, et par la suite, on ne sortait pas. C'était, je le répète, ceux qui ont fait la prison savent ce que signifie ras tahta zora, le silence complet. Et ils venaient dans la nuit, dans notre sommeil, nous compter. C'était pas l'appel, nous compter. Et quand le matin, vraiment quelque chose de... c'est comique, quoi. Le matin, au moment de lever des couleurs, alors que la France nous opprimait, on était obligé de nous mettre au garde à vous devant des couleurs qui nous opprimaient. Ouais. Ça signifiait plus égalité, fraternité. Mais eux, pour eux, c'était ça. Alors pour comprendre un petit peu le volet historique, tout à l'heure, nous allons poser la question au professeur Khayati, et j'ai aussi cette question pour vous. Est-ce qu'on comprend comment un groupe d'hommes, à l'époque, ont un peu dans un huis clos infernal, se sont réunis pour légaliser la torture en Algérie. Et je parle des politiques en France par rapport à des lois qui ont été adoptées en Algérie pour laisser faire une armée et rendre la pratique de la torture, rendre la pratique de la violence et de l'humiliation qu'une pratique tout à fait légalisée. Est-ce que justement, est-ce que vous avez compris, vous, à ce moment-là, qu'on avait atteint un degré inouï de violence? Est-ce qu'on a compris réellement par rapport au soulèvement du peuple algérien? Et j'ai en idée, bien sûr, ces événements du Nord constantinois qui ont enflammé l'Algérie et qui ont tout simplement montré à la France que le peuple algérien est uni sur un seul but et un seul objectif, c'est l'indépendance du pays. Est-ce que vous avez compris que dès 56-57, il fallait s'attendre à une riposte très violente, à une sauvagerie par rapport au traitement de la France coloniale envers le peuple algérien? Oui, là, avec la création du camp de Paul Cazel, qui était prévu pour 5000 personnes. Oui. C'est un vaste espace je crois que 4 hectares. La France, à ce moment-là, a intensifié la guerre. Oui. Elle est entrée vraiment dans la guerre, 1957. Elle avait intensifié en 1956 lors de l'exécution de Faraj, de Jabana et Faraj, évidemment, en juin 1956. Là, elle avait montré que c'était la guerre. Il n'y avait que... Et qu'on n'allait pas lésiner sur les moyens. Non, sur les moyens. Et là, la responsabilité, bon, on peut le dire aujourd'hui avec travaux, la responsabilité incombe au gouvernement socialiste, SFIO, Guy Mollet, avec ses amis Mitterrand. Ils ont choisi la guerre. Et pour faire la guerre, tous les moyens pour eux étaient bons. Oui. Et là, quand ils ont donné, après les pouvoirs spéciaux, ils ont donné
le pouvoir, plein pouvoir À l'armée. à l'armée, Massu particulièrement, qui avait une expérience dans la guerre d'Indochine, il savait ce qu'il faisait, donc la responsabilité... Pardon, la partie politique française coloniale de l'époque savait et connaissait pertinemment les profils de ces officiers tortionnaires déjà. Donc c'était pas anodin, c'était pas gratuit, c'était pas innocent. Non, il les couvrait. Le Robert Lacoste, qui était ministre résident, gouverneur général, c'est un titre un petit peu mais gouverneur général, justement, couvrait, entre guillemets, couvrait, bon, il était d'accord. Oui. Donc le bras, c'était l'armée, et la tête pensante, c'était le gouvernement français. Oui. Qu'on ne dise pas que c'est l'armée seulement. Je le répète, le choix du gouvernement français à l'époque, c'était d'intensifier la guerre. Il n'était pas question, évidemment, de négocier et de reconnaître l'indépendance. Absolument pas. Et il ne faut pas oublier, le lobby des Français d'Algérie. Le lobby des Français d'Algérie qui a fait plier Guy Mollet lorsqu'il est venu le 6 février 1956, parce qu'il a été élu un petit peu par les Français pour faire la paix. Mais après, quand ils ont, avec les pouvoirs spéciaux, toute la gauche, faut pas, est responsable. Toute la gauche française est responsable en donnant plein pouvoir spéciaux, en donnant plein pouvoir finalement aux militaires. Et quand on donne plein pouvoir aux militaires, on sait ce qu'on veut, c'est-à-dire briser, casser et les interner. Cette rafle du 27 janvier 1957, finalement a montré que la majorité du peuple algérien était mobilisé. Ils nous ont considérés tous comme des suspects. Ils ont reconnu qu'il n'y avait pas de... Bon, à part quelques... Bien sûr, mais ils ont déraciné, ils ont compris qu'il fallait déraciner, diviser le peuple algérien à travers, encore une fois, la création de ces structures sinistres. Le chiffre est effrayant. Parce que dans le livre, justement, de notre ami Moustapha Khayati, il parle de 200 centres, mais c'est des centres, il va nous l'expliquer tout à l'heure, ils sont répertoriés par rapport à des activités, on va dire. Des activités, encore une fois, de torture, des activités de tri, des activités de soi-disant rééducation ou retournement. Parce que là, on va aborder aussi la question des harkis qui ont été parfois des Algériens contraints à être harkis par la violence. Mais tout ce que j'ai envie de dire, c'est que les centres, en général, étaient là pour casser cet élan de liberté que le peuple algérien a connu. Et ils ont d'ailleurs, je crois, ouvert plus de 900 centres appelés sous différentes appellations. Donc, pour tout simplement mater le peuple algérien. Je ne veux pas oublier, il faut avant de... oublier, quand j'ai entendu parler du centre de rééducation, ne pas oublier le centre de Tedmate, j'ai oublié le nom en français, il était ouvert pour les mineurs. C'était justement pour le lavage de cerveau et on leur disait à chaque matin, il fallait... dire vive la France. Et alors on a essayé de les, comme entre guillemets, de les retourner. Mais ça a été un fiasco. Le camp du Maréchal. Le sinistre camp. À Tizi Ouzou. Oui, au sud de Tizi Ouzou. Cela mérite vraiment une étude sur ce camp parce que ça concernait les mineurs. Monsieur Khayati va nous en parler parce qu'il a des idées sur des commissions d'histoire, des commissions de recherche pour justement collecter des éléments qui peuvent bien sûr
compléter le puzzle de cette grande histoire qui a été notre histoire. Et on nous faisait dans la douleur et dans le sang et dans la sueur. Monsieur Elbahi, oui. Le camp. Hein, oui, oui. C'est un récit que je connais depuis... voilà, poignant, oui. Émouvant. Bien sûr, écrit dans des conditions difficiles par feu Abdelhamid Benzine pendant sa détention avec des militants. Parfois, il n'osait pas écrire des choses par peur parce que tout ce qui a été écrit ici ne représente en fait de l'horreur que pratiquement 10 à 20% de l'horreur. Il y a eu d'autres déclarations de Michel Rocard quand bien sûr il a écrit. Il y a des chiffres incroyables. On parle de 500 enfants tués chaque jour, morts par cause de maladies dans ces centres de détention, de rétention, des centres inhumains. Voilà, on va les appeler comme ça. C'est des centres de la sauvagerie humaine quand la bassesse atteint son paroxysme. Qu'est-ce que représente pour vous le camp? D'abord, vous qui avez vécu, qui avez connu ces étapes-là de la Révolution, vous avez connu l'emprisonnement, vous avez connu aussi des moments de gloire et de bonheur, j'imagine, parce que vous avez eu plein de batailles gagnées. Qu'est-ce que représente, selon vous, cet ouvrage dans l'histoire de la guerre de libération nationale? Je voudrais dire tout de suite que j'ai pris connaissance de j'ai lu ce récit en 1964 parce que Benzine était rédacteur en chef du journal Alger Républicain et moi j'étais journaliste. Donc il a sorti sous forme de feuilleton et il a été illustré par Issirham qui était à Alger Républicain pris comme dessinateur. Donc, Benzine, que Abdelhamid, que c'était un ami, l'ami de tous les journalistes, on était des frères. C'est une ambiance extraordinaire. Bon, je ne veux pas d'Alger Républicain. Donc, il nous a parlé. Et évidemment, l'horreur de ce camp, Paul Cazel à côté, c'est un lieu de résidence. Quoi. Je n'ai pas osé dire c'était la colonie de vacances parce que dans le film on le dit quelque part. Ah oui, on est dans une colonie de vacances parce qu'il y a des tentes, il y a des. Mais c'est pas du tout ça. Dans les deux cas, c'est des lieux de torture de torture. Non, mais à côté, c'est rien. C'est absolument rien. Et Abdelhamid Benzine, quand nous l'avons vu, il était venu très fatigué, il a fallu qu'il aille. Mais malgré ça, le courage, il a repris sa plume et il a écrit, il a formé, il nous a formés. Et donc c'est à sa mémoire que cette émission est réalisée. Voilà, réalisée à sa mémoire. À sa mémoire et de ses compagnons aussi. Ses compagnons au sacrifice des Algériens pour la liberté, femmes, hommes, enfants. Et bien sûr, nous ouvrons cette page méconnue, encore une fois, pour sensibiliser, pour transmettre, pour dire que notre révolution, que notre indépendance n'est pas venue comme ça. Surtout aujourd'hui. Surtout aujourd'hui. Et on sait pourquoi on dit ça. On ne veut pas citer les références qu'on n'a pas envie de citer ce soir parce que c'est ni le lieu, ni la chaîne, ni le pays, parce que nous restons des humains et nous donnons beaucoup plus la priorité au savoir, à la connaissance et à la transmission que petits commentaires de certains commentateurs de la France journalistique, ou je ne sais pas comment on appellerait ça. En tout cas, je n'ai pas du tout envie d'évoquer certaines personnes ici. Merci beaucoup, en tout cas, monsieur Bahi, parce qu'on va permettre au professeur et chercheur Moustapha Khayati de nous rejoindre, parce que, voyez-vous, il a écrit beaucoup. J'ai lu ses ouvrages. Ce sont des ouvrages de travail d'histoire. De valeur. On va l'écouter dans quelques minutes. Je vous invite bien sûr à rester avec nous pour regarder le film. Parce que c'est un film qui a été réalisé par Nasreddin Ghenifi. Qui a consacré sa vie aussi au récit de l'histoire. Il a été dans la grande aventure de... Bien sûr, la patrouille à l'est de l'Askari. Et à l'époque, il s'était donné, bien sûr, cette force de faire un beau film qui reste dans les annales du cinéma mondial. Et je sais de quoi je parle, pardon.
Ce film-là aussi, il tient beaucoup la route parce qu'il est bien maîtrisé sur le plan image, l'émotion et la transmission malgré la difficulté des moyens. Donc je vous laisse, chers amis téléspectateurs, avec un extrait du film de ce soir que vous allez pouvoir suivre en exclusivité pour la première fois sur Canal Algérie grâce aux efforts bien sûr du ministère de la Culture à travers le Centre national du développement du cinéma, le CADC, à sa tête bien sûr la directrice générale Chahinez Mohammadi, qui fait des efforts pour que le cinéma rayonne et que la culture rayonne. Merci beaucoup monsieur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous venez quand vous voulez, vous revenez à Canal quand vous voulez. Moi aussi c'est un plaisir. Nous allons rappeler tout à l'heure vos références, vos livres, pour que les jeunes peuvent... Taleb Abdelrahman, Guillotine et Des chemins des hommes. Effectivement, Des chemins. Je veux dire un mot, des chemins des hommes, parce qu'il faut le dire aujourd'hui, contre l'esprit étroit. Ce sont des patriotes, ce sont des combattants, mais qui ont été formés au Parti communiste algérien. Il faut le dire. Il ne faut pas, c'est le sectarisme. Nous sommes arrivés à un moment où il faut écrire l'histoire comme elle s'est faite dans la réalité, et avec la conjugaison de toutes les forces de la nation. Voilà, exactement. Qu'elles soient algériennes ou d'origine européenne ou d'origine d'autres d'origine. En tout cas, ce sont les militants de la liberté qui ont pu nous accorder cette magnifique indépendance. Merci beaucoup. Je vous salue une autre fois. Merci. Et je vous laisse avec cet extrait le temps de permettre à notre invité de nous rejoindre. Merci. Merci. اسمي عبد الحميد بنزين. نكتب لكم من المكان اللي سقيناه بدموعنا وبدمنا، معسكر بوغاري الخاص. بس قبل ما نهضر على هذا المكان الملعون نرجعوا شوية لمعتقل لومبيس اللي عانينا فيه بزاف في سنوات 57 و 58. أكثر من 2000 محبوس نظموا إضرابات كبيرة باش يدافعوا على كرامتهم. من ذاك الوقت ولا الجحيم تاع لومبيس يتحمل. نشفى في ذاك النهار في جانفي 1961. حميد 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 بون لوردر دو ليبراسيون. مبروك عليك. مبروك. مبروك عليك الجاي. ميرسي 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 ميرسي. بقاو 3 أيام وتبقى على خير حميد. راح نتوحشوك بزاف. هذا إتيان نيبلا. ولفتكم وما رانيش حاب نخرج من هذا الحبس. سميتوني فواطي. كان شيوعي من الأقدام السوداء. حبسوه لأنه حارب في صفوف جبهة التحرير الوطني. Et c'était un avant-goût de votre film de ce soir. Vous allez devoir rester avec nous, assister à la deuxième partie du débat consacré à cette page méconnue de l'histoire de l'Algérie, celle des centres de rétention, celle des centres de regroupement, des centres de détention. Et la France, bien sûr, leur a trouvé plusieurs noms, hein, les DOP, deuxième bureau, 5e bureau, pour éviter cette appellation de centre de concentration qui renvoie au nazisme. Le film est signé, bien sûr, Nasreddine Ghenifi, un travail remarquable, un travail à saluer, une maîtrise des mises en scène et puis, bien sûr, l'interprétation, j'allais dire, correcte et assez émouvante des comédiens qui se sont justement donnés dans ce film, dans cette histoire et dans ce récit authentique du feu Moudjahid Abdelhamid Benzine, qui a écrit Le Camp, bien sûr en référence à ses détentions dans le camp Moran, c'est ça, le camp Moran. Et j'accueille tout de suite notre deuxième invité de la soirée. Il s'agit bien sûr du professeur, du chercheur, du médecin, bien sûr, et écrivain Moustapha Khiati, qui a accepté notre invitation. Bonsoir monsieur Moustapha Khiati. Merci d'avoir accepté l'invitation de Canal. Je sais que vous avez un agenda très surbooké en ce moment. Vous avez des engagements, mais vous avez voulu quand même participer, vous m'avez dit,
La thématique est intéressante. Je rappelle que vous avez effectué des travaux très intéressants et voilà, des travaux élaborés sur les camps de l'horreur. Vous avez, je pense, consacré beaucoup de votre temps pour réunir ces éléments d'archives relatifs aux camps de détention, à ces camps de l'horreur pendant la guerre de libération nationale, à partir des archives du CICR. Ma première question, c'est comment est venue cette idée de travailler sur ce volet-là? Et c'est vrai que peut-être sans le film de Guelnifi, sans peut-être certaines initiatives comme la vôtre, ce chapitre-là reste très méconnu de l'histoire de l'Algérie. Il faut d'abord dire que j'avais déjà travaillé sur un projet de livre sur les médecins du 19e siècle et la santé au 19e siècle. Et j'avais à l'époque même eu une lettre de recommandation du chargé militaire français à l'ambassade de France à Alger. Mais en arrivant aux archives de Versailles, je n'ai pas pu y accéder, pardon, aux archives de Val-de-Grâce. Donc c'est difficile d'accéder aux archives de façon générale. Dans le cadre de mon travail humanitaire, j'ai eu bien sûr l'occasion de voir et de revoir le représentant du CICR à Alger, qui m'a informé un jour de 2004 que le CICR venait d'enlever l'obligation de secret donnée à leurs archives. Et j'ai dit, est-ce que les archives algériennes sont ouvertes? Il m'a dit oui. Tout de suite, j'ai pris rendez-vous. Et donc, sur mon congé personnel, sur mes moyens, j'ai fait 4 visites successives à Genève. Donc, ce qui m'a permis de faire... C'est au niveau du siège du CICR. Tout à fait. Donc, j'ai fait à peu près 4000 photos que j'ai ensuite exploitées et puis j'ai travaillé 2 ans. Donc, j'ai fait 5 livres à partir de ces archives-là pour un peu sérieux. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a une ambiguïté voulue par le colonialisme en matière de centres, en dehors des prisons, dont le nombre était de 113 et qui regroupait à peu près 10 à 12 000 personnes. Il y avait différents centres qui avaient différents noms et parfois les noms changeaient. Certains étaient officiels, enfin disons acceptés, d'autres clandestins. Il y a une véritable confusion et même pour les spécialistes, c'est difficile de comprendre. On peut les sérier, si vous voulez, en 3 grands groupes de centres. Il y a d'abord les centres appelés pudiquement par la France les centres d'hébergement, qui sont des centres d'internement dont Paul Gazelle est un des types. Il y en avait 13, dont plus un réservé aux femmes. Dans ces centres-là, à peu près 10 000 personnes sont passées. La capacité de 10 000, mais en réalité, il y a à peu près 45 000 à 50 000 personnes qui sont passées à tour de rôle durant... C'était des espaces de l'endroit parce qu'ils sont nés à partir d'abord du vote de l'état d'urgence en 1955. En 55, donc en avril 55. Mais avril 55, la loi disait qu'il fallait mettre les personnes dangereuses en situation de résidence forcée, chez eux. Elle n'a jamais parlé de centre. Mais tout de suite après, on a ouvert des centres. Donc à partir de 55, les centres ont commencé à être ouverts. Deuxièmement, il y a la loi, ou plutôt la montée du gouvernement Guy Mollet en 56, avec le vote de la loi sur les pouvoirs spéciaux en mars 56, qui a en quelque sorte légalisé les centres qui n'existaient pas, mais uniquement sur le plan civil. C'est pour ça que les préfectures signaient les dossiers. Mais ce qu'a fait Guy Mollet est très grave, puisqu'il a délégué son pouvoir aux militaires. Et les militaires ont délégué, enfin je parle des généraux chefs de région, ont délégué ça aux colonels et aux commandants, etc., jusqu'aux capitaines. Et à ce moment-là, on a vu un foisonnement de centres innombrables. Personne ne peut vous dire le nombre exact parce que c'était des centres clandestins qui n'avaient pas de budget et qui avaient des noms différents.
je les ai appelés les camps de l'horreur. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a un ensemble de centres. Oui. Il y a d'abord les centres, les CMTT, c'est-à-dire les centres militaires de transit et de triage. Oui. Ces centres-là étaient les plus importants. Les délégués du CICR ont pu identifier à peu près 140, mais peut-être qu'il y a eu 300 qui ont existé ou plus. Oui. À côté de ces centres-là, il y a des centres un peu spécialisés, c'est-à-dire qu'il y avait un objectif. Ce sont les centres militaires d'internés, où on mettait ce qu'on appelle l'EPA, parce que les Français ne voulaient pas reconnaître la convention, les conventions de Genève pour les Algériens. Les personnes armes à la main. À la main, mais en réalité, c'est des combattants. Normalement, on devrait les appeler des prisonniers de guerre. Exactement. Comme le précise la convention de Genève. Mais les Français n'ont pas voulu accepter les conventions de Genève pour les Algériens. Et à côté, il y avait les centres de rééducation. C'est-à-dire que la technique était de prendre parmi les militaires arrêtés qui présentaient des problèmes psychologiques. Il faut dire, il y avait des psychologues sur place, des médecins psychologues bien sûr, il y avait toute une stratégie, un code comment utiliser pour un peu les retourner dans ces centres de rééducation. On en faisait des harkas. Donc c'était des écoles de harka en quelque sorte. À côté de ces centres, il y a une panoplie d'autres. Il y a d'abord les CIG, les CRA, et puis les autres, les DOP. Par exemple, les DOP existaient là où il y avait des militaires. Donc DOP, dispositif opérationnel de protection. Il existait au niveau pratiquement de toutes les communes, et même dans les sous-communes. Oui. Cela veut dire que le nombre de DOP pouvait dépasser facilement les 300 ou 400. Oui. Et bien sûr les autres centres. Lorsqu'on prend le chiffre global, sans nous tromper, il y avait plus de 1000 centres qui faisaient la torture et qui faisaient toutes les choses qu'on ne peut pas nommer. Oui. Donc, ce qui fait, lorsqu'on prend un peu de recul, on s'aperçoit que la torture était systématisée, légalisée, et elle était presque ordonnée. Parce qu'il y avait des écoles, ce qu'il faut dire qu'il y avait deux écoles, une à Arze et une à Abjaïa, qui formaient des officiers de renseignement et des officiers psychologues, qui menaient, eux, les tortures. Et ces écoles-là ont été encadrées par des militaires français qui y avaient fait l'Indochine. Donc tout se rejoint dans ce cadre-là. Voilà, en gros... En plus, pardon, parce que dans le film, Nasreddine Ghenifi, le réalisateur, reste très fidèle au récit de Feu Abdelhamid Benzine, et on voit ces officiers SS et autrichiens, bien sûr, qui ont des idées nazistes et qui ont, bien sûr, qui se sont liés à des crimes en Allemagne et en Europe, sont là, bien sûr, j'allais dire, validés par la France coloniale, légalisés. Ce qu'a fait la France en 1945, c'est qu'elle a repris des milliers de personnes, des anciens nazis, dans le cadre de la Légion. Oui. Et ils ont servi de troupes françaises dans les colonies, notamment en Algérie. L'ALN avait mis en place une stratégie également de reconversion, de récupération de ces... et nous avons des statistiques à travers le journal Moujahid et d'autres bases de données. Il y a eu un peu plus de 3200 ou 3300 légionnaires qui ont été... donc ils ont quitté, qui ont déserté et qui ont rejoint les rangs de l'ALN. Et l'ALN s'est occupé pour les ramener au niveau des bases arrières, notamment en Tunisie et au Maroc. Et elles ont même, ces personnes ont été remises à leur ambassade d'origine, notamment l'Allemagne et l'Autriche. Il existe des archives à ce sujet-là. Je voudrais uniquement préciser que Guy Mollet, lorsqu'il était Premier ministre, donc chef du gouvernement, président du Conseil à l'époque, a été mis au courant du fait que la torture était généralisée, suivant un dossier qui lui a été remis par le représentant du CICR. Donc on ne peut pas dire que la France, dès le début 1956, n'était pas au courant de la systématisation de la torture en Algérie. Voilà, c'est dit, bien sûr, avec des témoignages poignants, avec des photos, avec des correspondances qui témoignent de la sauvagerie
voilà, du traitement, bien sûr de l'internement et de l'emprisonnement des militants et voire même de civils, d'enfants et d'innocents qui ont tout simplement essuyé cette période très tragique de l'histoire du peuple algérien. On a parlé, dernier point, l'axe qu'on voulait aussi aborder avec vous, ce sont justement les harkis. Les harkis aujourd'hui, quel regard portez-vous sur... Parce qu'après, avec le film, avec votre récit, on se rejoint sur le fait qu'il y ait beaucoup de personnes qui ont été contraintes tout à fait. Donc, de trahir la nation algérienne, j'allais dire. Avant de répondre à votre question, j'aimerais donner un chiffre estimatif des gens qui sont passés par ces centres d'horreur. Il est estimé à 1 million de personnes qui ont au moins fait un séjour au niveau d'une DOP. Nous prenons par exemple l'exemple de la ferme Amziane à Constantine. À Constantine, qui est très connue. Était très connue. Et des archives ont été retrouvées où 102 000 personnes sont passées par la ferme Amziane. C'est pour vous dire. Et toutes ces personnes-là ont subi des tortures. La chef de la ferme Amziane était un centre de torture très connu dans l'Est algérien parce qu'il couvrait tout l'Est. Et donc, c'est pour dire l'importance de cela. L'autre élément, c'est les moyens utilisés au niveau de ces centres de l'horreur qui étaient des centres de clandestins. Et je l'ai précisé, ils n'avaient pas de budget. Ce qui fait que c'était des granges, des fermes, des écoles, des caves, des caves de vin. À Tlemcen, vous me rappelez un documentaire qui a été réalisé par un collègue à nous, Zoher Bendimirret, sur un DOP à Tlemcen, Bastion 13, qui raconte voilà, l'emprisonnement dans des cuves de vin. Tout à fait, ils ont été mis, certains sont morts par asphyxie à l'intérieur, etc. C'est connu. Les conditions d'emprisonnement étaient terribles. Terrifiante, parce qu'il n'y avait pas de couchage du tout. Les gens, au mieux, passaient la nuit sur de la paille. Les conditions d'hygiène étaient lamentables, parce qu'il y avait parfois il y avait un robinet pour 200 personnes. Donc il fallait faire la chaîne. Pour ne pas dire inexistante. Voilà, il n'y avait pas de latrine où il fallait faire la chaîne égale. De plus, il y avait le couvre-feu, les gens ne pouvaient pas sortir le soir. Les gens mangeaient dans des boîtes rouillées de sardines et de conserve. C'est effarant, la condition humaine. Comment le pays qui a fait la Révolution française et celle du citoyen de 1789 pouvait se comporter de cette façon. Récemment, le pays qui a subi l'occupation allemande et qui s'est mis, bien sûr... Et le pays qui a abrité la signature des conventions, les 4 conventions. C'est terrible quand même, ce comportement-là. Il est bien de le rappeler, surtout pour les nouvelles générations, notamment les générations françaises, pour leur dire, attention, certains comportements de militaires français étaient pires que les nazis. Effectivement. Et que les camps de concentration qui ont existé en Algérie n'étaient en fait que les frères cadets des centres de concentration nazis. Effectivement. Donc du coup, voilà, ce film-là, votre livre, le camp que je conseille aussi sont des références pour ne pas tomber dans cet aspect inhumain de l'existence d'un être humain, je veux dire, ou dans l'histoire de l'humanité, et bien sûr éviter le racisme, la ségrégation et l'intolérance. Vous n'avez pas répondu pour les harkis. Je réponds à votre question. C'est vrai que le problème, lorsqu'on fait le bilan, au départ de la France en 1962, il y a eu au moins 300 000 personnes qui travaillaient pour la France, dont 250 000 personnes ont été désarmées à partir de 1961. Il y a à peu près 30 000 qui ont rejoint la France. C'est les harkis actuellement qui sont en France, mais les autres sont restés en Algérie. Ce qu'il faut dire que beaucoup parmi eux se sont retrouvés par un concours de circonstances portant des tenues de harki. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient peut-être une personnalité qui était faible, ils se sont retrouvés dans ces centres, ils ne mangeaient pas pendant des jours, ils ne dormaient pas, sous la pression psychologique, sous également différents types d'oppression et de violence. Ils ont accepté de faire des choses et ensuite ils n'ont pas pu revenir en arrière. Malgré eux, à leur corps défendant, ce sont des personnes... parfois qui n'ont pas les mains tachées de sang, mais qui ont joué ce rôle de supplétif de l'armée française. Ces personnes-là, leur statut est un peu particulier. Il faudrait peut-être le poser au niveau de commission, peut-être au niveau du ministère des Moudjahidines, regroupant des scientifiques, des historiens, des sociologues, pour un peu
expliquer pourquoi il y a eu tant de personnes qui ont pu être retournées et utilisées par la France au cours de la guerre de libération. Et aujourd'hui, la France se dérobe encore une fois et pose le problème à l'Algérie concernant la Turquie, alors que c'est un problème franco-français. Hein, mais en fait, ce qui est grave, c'est que la France, en laissant 250 000 personnes qu'elle avait adoptées, et en les laissant en Algérie, a créé les conditions d'une explosion en 62. Seulement les Algériens ont été sages et n'ont pas suivi cela. Donc ce qui fait que ça s'est pas passé comme on pouvait s'y attendre, enfin tout au moins le colonialisme. Il n'y a pas eu tellement de dérapages. Il y a eu moins de dérapages à la fin de la guerre d'Algérie qu'à la libération de Paris. Si on compare Donc encore une fois, le peuple algérien s'est dressé tout à fait digne de cette libération. Il a été digne, il a été à la hauteur de cette grande révolution et de cette grande indépendance qui est la nôtre. Merci beaucoup, professeur Moustapha Khayati. Merci d'avoir accepté l'invitation de Canal Algérie. J'espère que vous reviendrez avec d'autres ouvrages concernant notre histoire ou concernant aussi l'humanitaire, hein, parce que vous travaillez beaucoup sur des aspects de l'humanitaire. Je rappelle des notes de référence. Donc, les contes de l'horreur durant la guerre d'Algérie. Donc ce livre-là est très très intéressant, signé Moustapha Khayati. Bien sûr, il y a des documents précieux du CICR, du Comité international de la Croix-Rouge, avec des images inédites, hein, donc comme vous l'avez dit tout à l'heure. Donc c'est des images qui ont été libérées récemment donc par le CICR. Le camp de, bien sûr, feu Abdelhamid Benzine, le Moudjahid et l'intellectuel, et bien sûr, d'où le film de Nasreddin Ghennifi, cette adaptation. Il s'est inspiré du récit de Abdelhamid Benzine que vous allez suivre juste dans quelques minutes en exclusivité sur Canal Algérie. Et puis, des chemins et des hommes, bien sûr, de notre ami Mohamed Rebah et Taleb Abderrahman, qu'on n'oubliera jamais, hein, ce courageux Algérien guillotiné le 24 avril 1958. Voilà, chers amis, on arrive à la fin de notre émission, mais bien sûr le film va débuter, donc on vous laisse entre de bonnes mains, celle du cinéma, le 7e art qui explique parfois l'histoire et bien sûr nous aide à comprendre le contexte de notre histoire et le contexte de l'époque durant la guerre de libération nationale. Donc il s'agit de Nous n'étions pas des héros de Nasreddin Ghennifi. C'est un film qui est sorti récemment en 2017. Donc nous remercions bien sûr le ministère de la Culture, le CADC, l'ARC, bien sûr, et le concours de tous les amoureux de la culture et du 7e art en Algérie pour nous permettre de diffuser ces films. Moi je vous dis la semaine prochaine, Inch'Allah, avec la deuxième thématique. On reste toujours sur les camps. Au revoir, ciao, prenez soin de vous. Merci beaucoup. Merci.